Portez-vous bien. Allez, on va maintenant retrouver le maître de conférence agrégé des facultés de droit, Césaire Pénon, avec qui nous évoquons bien sûr la juridiction administrative. Et vous l'avez si bien annoncé, Serge Senadiayaka, nous parlons donc de la juridiction administrative. La juridiction administrative en question aujourd'hui, plus précisément, l'excès de pouvoir et le plein contentieux. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre réellement? Nous en parlons avec le maître des conférences agrégé des facultés de droit, professeur Césaire Pénon. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie. Merci d'être là. Bonjour, professeur. Alors, la semaine dernière, nous avons étudié, bien sûr, le contentieux administratif. Rappelez-nous déjà les différentes branches. Contentieux. Nous avions dit qu'il y a le contentieux des poursuites, il y a le contentieux des recours. Le contentieux des poursuites, c'est l'administration elle-même qui poursuit. Ce n'est pas pour autant développé dans notre pays. Le contentieux des recours, il y a ce que nous appelons le recours pour excès de pouvoir et le plein contentieux. Au sein du recours pour excès de pouvoir, nous avons 4 subdivisions. Il y a le recours en annulation ou le recours pour excès de pouvoir proprement dit. Ça, qu'on demande à l'autorité juridictionnelle d'annuler un acte administratif qui est entaché d'irrégularité. Il peut s'agir du déféré préfectoral. Le déféré préfectoral n'est rien d'autre que le recours en annulation, mais c'est un recours qui est exercé par le préfet. En principe, quand les actes des collectivités locales sont irréguliers, il revient au préfet de les annuler dans notre État. Mais avec l'évolution, le préfet ne les annule pas, il défère les actes à la juridiction administrative qui joue en quelque sorte le rôle de troisième larron pour voir entre les collectivités locales et le préfet à qui le droit doit être dit. Et c'est à partir de cet instant que le déféré préfectoral a été inventé. Mais jusque-là, ce n'est pas encore en vigueur dans notre pays. Il y a ce qu'on appelle le recours en déclaration d'inexistence juridique. C'est toujours ça a une ressemblance avec le recours pour excès de pouvoir, mais la gravité est telle que le juge se donne les moyens de pouvoir sanctionner, même si les délais de recours ne sont pas respectés. Il y a ce qu'on appelle le recours en appréciation de légalité. Le recours en appréciation de légalité, c'est juste pour demander à la juridiction administrative si tel acte, telle décision administrative est régulière ou irrégulière, c'est-à-dire si la décision est légale ou illégale. En dehors du contentieux de l'excès de pouvoir, nous avons le plein contentieux. Le plein contentieux comporte 2 subdivisions. Il y a ce qu'on appelle le recours subjectif de plein contentieux et le recours objectif de plein contentieux. Le recours subjectif de plein contentieux comprend comporte 2 branches, 2 autres sous-branches. Il y a ce qu'on appelle le recours extra-contractuel, plein contentieux extra-contractuel. C'est qu'une activité, un comportement de l'administration cause un dommage, un préjudice à X ou à Y. Ce dernier a la possibilité de demander au juge d'interpeller l'administration pour réparer le préjudice qui lui a été causé. Il y a ce qu'on appelle également la responsabilité contractuelle. Quand vous passez un contrat et que ce contrat n'est pas bien exécuté, les préjudices, les dommages qui en découlent doivent pouvoir être respectés. En dehors du plein contentieux qu'on qualifie de subjectif parce que la réparation intervient en numéraire, il y a ce qu'on appelle les contentieux spéciaux, c'est-à-dire le contentieux objectif de pleine juridiction. C'est un contentieux qui porte également sur des décisions, mais le juge administratif dispose de larges pouvoirs. C'est le contentieux électoral, par exemple. Il peut réformer, il peut annuler, il peut demander alors de reprendre les élections. Il y a par exemple ce qu'on appelle le contentieux des édifices menaçant ruine. Un maire prescrit qu'un immeuble est branlant, il faudrait démolir. Il revient maintenant à la juridiction administrative de savoir s'il faut démolir, s'il ne faut pas démolir. Là, c'est pour servir le maire
ou le requérant, est-ce qu'il faudrait effectuer des travaux confortatifs pour maintenir l'immeuble en l'état? Le juge peut avoir de tels pouvoirs, raison pour laquelle on parle de contentieux objectif de pleine juridiction. Oui, mais comment procède-t-on à la répartition des compétences entre les ordres de juridiction? La répartition des compétences, si c'est entre les ordres de juridiction, le législateur peut prévoir que telle compétence reviendra au juge judiciaire qui connaît aussi de litiges administratifs, ou bien ça doit revenir au juge administratif. Mais en dehors, dans le silence du législateur, le juge essaye de voir les conditions dans lesquelles de tels litiges peuvent revenir au juge judiciaire ou au juge administratif. Pour le juge, pour départager, on a parlé de services publics à caractère administratif, on a parlé de services publics à caractère industriel et commercial, mais tout cela a évolué. Et non seulement le service public ne peut plus à lui seul permettre de dégager si tel litige ou tel autre doit être confié à la juridiction judiciaire ou à la juridiction administrative, mais on a évolué pour voir si, entre-temps, la manière de gérer le service public, c'est-à-dire s'il s'agit d'une activité de gestion publique, à partir de cet instant, on peut dire que c'est la juridiction administrative qui sera compétente, mais non pas la juridiction judiciaire. Voilà un peu, entre les ordres de juridiction, la manière dont on procède pour répartir les compétences. Mais qu'entend-on par une activité, je dirais, de nature administrative? Oui, activité de nature administrative, on pourra y donner deux définitions. Nous avons déjà dit que l'administration désigne les activités que mène le pouvoir exécutif en dehors de ses relations avec les autres pouvoirs et avec les institutions internationales, États ou organisations internationales. Mais en dehors de ça, il faudrait également reconnaître que activité de nature administrative peut être une activité qui est menée par la Cour constitutionnelle, par la Cour suprême, par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a des fonctionnaires. Un litige peut s'élever dans les relations entre cette institution et ses fonctionnaires. C'est des litiges qui auront une nature administrative et à partir de cet instant, de tels litiges peuvent être connus de la juridiction administrative. Donc c'est le contenu que l'on donne à ce qu'il convient d'entendre d'appeler activité de nature administrative. Ouais. De nature administrative, est-ce que c'est une autorité administrative qui va prendre ces mesures-là? Oui, ce n'est donc pas nécessairement une autorité administrative et qui peut prendre une mesure administrative. L'autorité peut ne pas être administrative et l'activité sera administrative. Un concessionnaire, par exemple, n'est pas une autorité administrative, mais dans la mesure où il aide à mettre en application un service public, certaines de ces activités qui touchent par exemple à l'organisation du service public donnent lieu à des activités administratives, à des activités de nature administrative. À partir de cet instant, le juge administratif pourra être compétent. Oui, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'une autorité administrative? Une autorité administrative, il faut dire que c'est d'abord un agent public, mais un agent public qui est doté d'un pouvoir de décision. C'est le principe. Et quand nous disons que c'est le principe, il pourrait y avoir des exceptions. Donc, une autorité administrative peut ne pas être dotée d'un pouvoir de décision. Nous prenons le médiateur de la République, par exemple. Quand il tranche des différends, c'est juste une portée morale que cela revêt, mais ce n'est pas une portée qui est revêtue de l'autorité de la chose décidée ou de l'autorité de la chose jugée, comme ça pourrait être avec une autorité administrative ou avec une juridiction administrative. D'accord. On sent bien que vous avez, enfin la plupart du temps, et ça c'est depuis quelques semaines qu'on a commencé, vous utilisez les mots avec précision et donc on ne doit pas mélanger les choses. Vous avez parlé tantôt d'acte, vous avez évoqué aussi la décision. Qu'est-ce qu'une décision finalement? Vraiment. Et il faut dire que l'acte, nous parlons ici de l'acte administratif unilatéral et qui peut être réparti en deux grandes catégories. Il y a certains actes qui aident à prendre d'autres. C'est les actes préparatoires. Un rapport par exemple, un avis
sont des actes préparatoires. Mais à côté de ces actes préparatoires unilatéraux qui sont des actes préparatoires, il y a des actes qui sont des décisions, actes décisoires. Et par décision, nous étions en train de dire la fois passée que c'est un acte unilatéral pris par une autorité, notamment administrative, pour modifier l'ordonnancement juridique. Ça peut aider à abroger, à modifier, ainsi de suite. C'est ce qu'on peut entendre par une décision administrative. Et quelles en sont les manifestations? Les manifestations de la décision administrative, on peut dire qu'une décision administrative peut être prise de façon gestuelle. Nous sommes à un gestuelle. Nous sommes à un carrefour. Gestuelle. Voilà. Gestuelle. Nous sommes à un carrefour. Et l'agent de police nous fait la main de passer. C'est déjà une décision. Et si vous n'êtes pas dans ce sens et que vous entrez, on va vous prendre votre moto ou votre véhicule. La décision administrative peut être une décision verbale. La conférence, nous sommes en train de traverser la période, la conférence nationale des forces vives de la nation, pour faire la tautologie, a été convoquée d'abord sous la forme d'une décision verbale. Ce n'est que par la suite qu'une régularisation était intervenue. Voilà un peu. Et en dehors de la décision peut être écrite, ça peut être explicite, ça peut être implicite. La décision peut être également une décision nécessitant un effort d'analyse. C'est le cas, par exemple, ça arrive souvent avec nos étudiants, on affiche la liste de ceux qui sont admis en fin d'année. Vous constatez que votre nom ne figure pas sur la liste de ceux qui sont admis. Vous devriez vous attendre à ce que la décision là est en train de cacher une autre décision. Ça, la décision que ça cache d'abord, c'est l'information directe. Information directe dans la mesure où c'est que vous ne réussissez pas. Mais vous ne réussissez pas et à supposer, entre-temps, on ne reprend pas la classe 2 fois. Mais vous avez échoué, c'est que vous avez déjà repris la classe une fois. Donc à partir de cet instant, ça signifie que vous devriez vous attendre à être renvoyé. Et bon, on ne le dit pas à ses parents, de cette façon, on dit que bon, les années à venir le prédisposent à de meilleures prestations. C'est plus élégant en fait. C'est vraiment, donc voilà. Donc la dernière est ce que l'on qualifie de décision nécessitant un effort d'analyse. Voilà un peu. Ça peut être pris sous la forme d'un avis. L'autorité administrative peut également prendre sa décision sans avoir à se référer à un quelconque avis. Ben, allez, vous parlez justement d'avis. Nous allons aborder, je vous propose qu'on aborde l'avis, enfin l'heure est partie, qu'on aborde la question de l'avis la semaine prochaine. On verra même les différentes formes d'avis que l'on peut avoir. Professeur, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. C'est partagé, monsieur le président. Merci beaucoup. Merci. Allez, bon retour surtout à Porto Novo. Merci. Merci. Place maintenant à la chronique internationale de James William Baguidi.